j'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Donc oui, il y a des enfants qui meurent, des femmes, il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. On n'a jamais soigné, on n'a jamais vu un combattant. Il y a une présence policière, certes, mais très 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 discrète, mais pas de combattant. Il devrait y avoir une limite que tout être humain devrait se poser, c'est celle des enfants. Comment est-ce qu'on peut douter de l'innocence d'un enfant? Je pose la question, comment est-ce que je peux aujourd'hui venir devant vous et vous expliquer que c'est pas normal qu'un enfant de 7 ans soit tétraplégique parce qu'il a reçu une balle dans les cervicales? Est-ce qu'il faut vraiment que j'étaye mon propos et que je vous dise que c'est inhumain? Je sais pas, je pose des questions. Est-ce que c'est normal qu'il faille que je vous dise que cette maman diabétique, son bébé est décédé et elle l'a suivi 24 heures plus tard, laissant orphelin de sa mère un enfant de 4 ans, parce que cette guerre ne lui a pas permis de recevoir les traitements? Il faut que j'explique que c'est inhumain, vraiment. C'est de devoir le faire vraiment depuis une semaine, depuis mon retour. Je me dis, il y a quelque chose ou c'est moi qui vais pas bien, ou il y a un problème quelque part. Donc j'en appelle à vous tous, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je suis Marie Fiemann. Je suis donc infirmière, urgence, réanimation et anesthésie. Donc je reviens il y a une semaine de Gaza. Je suis urgentiste, Khaled Benoutrif, je pratique à Toulouse. Je suis aussi qualifié en médecine de catastrophe, donc normalement, pour faire face à ce genre de situation. On a été affecté à l'hôpital européen parce qu'il a été construit par l'Union européenne et géré initialement par l'Union européenne. Cet hôpital est le seul hôpital qui reste des 13 qui étaient présents sur la bande de Gaza. Tous les autres ont été soit bombardés directement, soit assiégés et donc diminués et interdits à la population et aux gens nécessitant de soins, blessés ou patients. L'hôpital est quasi paralysé donc, sur le transport, sur l'approvisionnement, sur la logistique, et il est paralysé. Et le seul hôpital qui reste, et c'est le seul hôpital qui reste. Le laboratoire, je pense que c'est plus de 60 à 70% des examens qu'il ne fait pas. Des examens essentiels, les électrolytes, le potassium. S'il y a une erreur sur le potassium, les patients meurent. Les gaz du sang, même les bandelettes pour les urines, même les bandelettes pour le glucose, ils n'en ont pas. J'étais aux urgences, donc vous imaginez bien ce que signifie ce service, c'est-à-dire c'est le premier service en lettres clignotantes à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que tout arrive et nous dispatchons. Donc autant vous dire que j'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. J'ai déjà eu un âne arrivé qui est mort devant les urgences parce qu'on lui a tiré dessus sur le trajet. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, ils ne nous l'amènent pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleures que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant, mais toujours en vous respectant. Donc ça, c'est pour la partie très matinale, parce qu'ils ne se déplacent pas la nuit, ils ont très peur de se déplacer la nuit. Et ensuite, la journée donc, commençait à peu près au lever du soleil et elle était très intense puisqu'on essayait de travailler en soignant les enfants. Beaucoup de plaies de la face, beaucoup d'exorbitation, un deuil qui n'existe même plus, de plaies de la tête, de la face, de l'abdomen. Je faisais ma journée, 80% de ma journée aux urgences et ensuite
j'allais en réanimation pour essayer de voir où en étaient les patients que j'avais intubés dans la journée. J'ai fait beaucoup d'actes médicaux qui, en France, je n'aurais pas le droit de faire. Et ensuite, quand j'allais en réanimation, voir où en était le patient qu'on avait apporté dans la matinée, qu'on avait transféré dans la matinée, et 9 fois sur 10, il était déjà décédé ou décédé le lendemain. Effectivement, le taux de mortalité est fou. On pourrait se demander pourquoi, puisqu'on a réussi à le réanimer aux urgences, mais les moyens ne suivent pas. Il est intubé, il faut pouvoir... C'est tout simple, mais un patient qui est intubé, on va utiliser des médicaments qui vont amener une production de mucus. Donc il faut aspirer ce mucus, sinon le patient s'étouffe. Quand vous avez un souci, vous toussez, il y a du mucus. Voilà. Là, il faut l'aspirer. Le système d'aspiration est HS, ou trop faible, ou je n'ai pas la sonde d'aspiration. Par exemple, ils n'ont pas de sonde d'aspiration de bonne taille. Ils n'ont que des minuscules sondes d'aspiration. Les conditions d'hygiène sont catastrophiques, mais vraiment, ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils n'ont c'est-à-dire qu'une désinfection se fait en 4 temps, ils n'ont que le 4e temps, ils n'ont pas le premier, le 2e et le 3e. L'hôpital est un lieu de vie avec beaucoup d'enfants qui n'ont plus de jeu du tout. Si c'était à refaire, je n'emmènerais pas de matériel médical puisque l'impact a été beaucoup trop faible dans mes petites valises. J'amènerais du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterai du sourire plus que du soin finalement en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur, parce que leurs conditions de vie sont déplorables. Depuis mon retour, je vais vous le dire de la manière la plus triviale que je le vis, depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent. En 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. Oui, man, t'es sûr que tu as vu des enfants mourir? Oui. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Donc oui, il y a des enfants qui meurent, des femmes. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. Je crois que notre étendard à nous tous sera Abir, 24 ans, maman d'un enfant de 4 ans, qui a perdu son bébé in utero. Vous en avez peut-être tous entendu parler. D'accord? Et qu'on a perdu 24 heures plus tard parce que, j'en tremble, parce que dans la cassette de gaz du sang pour faire les examens, il nous restait 11 possibilités d'examen. L'appareil vous dit combien de possibilités d'examen vous avez sur le reste de la cassette. Il en restait 11. Et je me revois poser la question, Khaled, tu étais là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une surveillance horaire? La réponse est Iman, on a 14 patients en réanimation. Si on utilise les 11, on n'est même pas sûr de la sauver déjà. Et ensuite, comment on fait pour les autres qui vont arriver? Et on ne sait pas si on va recevoir d'autres cassettes. Pour la petite histoire, ils en ont reçu une 3 ou 4 jours après. Ils ont passé plusieurs jours sans gaz du sang. Donc elle est décédée, cette maman. Ce n'est pas une victime de tir, c'est une victime de la guerre. Et elle n'est pas comptabilisée. Donc 20 000 morts, il y en a beaucoup plus. Autour de l'hôpital, c'est la désolation, dès qu'il pleut, il y a de l'eau partout, il y a de la boue. Les bombardements, c'était jour et nuit. Les moteurs des drones, que ce soit les drones de surveillance ou les drones tueurs, ils étaient là tout le temps. Les raids des avions étaient là tout le temps, les obus, les missiles. Les déflagrations se rapprochaient de jour après jour. On l'a senti et ça tremblait à chaque fois. On était obligé des fois de se protéger dans le couloir parce que rester au bord des fenêtres, c'était dangereux. On a visité les centres de soins au plus près des camps de réfugiés. Donc on a vu la boue, on a vu la douleur, on a vu les souffrances. Et oui, avec des moyens qui sont quasi inexistants. Ils n'ont même pas de quoi ausculter une oreille, même pas d'autoscope, ils n'ont pas d'extro, ils n'ont pas de rien. Parler du manque de moyens, il faut parler des soignants aussi qui sont en deuil, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils sont eux-mêmes en deuil. Ils ont tous perdu quelque chose. Au minimum, leur maison. Au minimum. Leur voiture, leur maison, leur train de vie, leur argent, tout ça. Et ensuite, ils ont perdu des collègues, c'est-à-dire qu'en réanimation, il y a les photos des collègues sur les murs. Ils ont perdu des proches, ils ont perdu leur voisinage, ils ont tout perdu. Et ils soignent quand même.
un jeune homme qui, sur le souffle d'une explosion, a fait un vol plané de plusieurs mètres, qui se retrouve avec les 2 jambes fracturées.